Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur la souveraineté industrielle, un État stratège, un État qui protège. Je m'appelle Gwenola Trottin et je suis membre de Debout. Merci. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Gaëtan Lecoq, technicien logistique chez ArcelorMittal, secrétaire général de la CGT ArcelorMittal France à Dunkerque et élu CSE de l'entreprise. Avec Reynald Quachber, technicien de maintenance chez ArcelorMittal, délégué syndical central de la CGT ArcelorMittal France. On a aussi avec nous Anaïs Voigilis, géographe, spécialiste des questions industrielles, chercheuse associée à l'Institut d'administration des entreprises à Poitiers, est responsable de la stratégie de Humins, qui fabrique des produits d'origine minérale. Et oui. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et Sébastien Jumel, président PCF de Dieppe-Maritime, qui a été maire de Dieppe, député de la 6e circonscription de Seine-Maritime et un compagnon de route de François Ruffin depuis toujours pour tenir la gauche debout. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, Gaëtan et Reynald. ArcelorMittal, qui est deuxième producteur d'acier au monde, avec 15 000 salariés en France sur 40 sites différents, et qui a commencé à licencier des salariés en 2009 après avoir racheté Arcelor en 2006, si je me trompe pas. Vous a annoncé le 23 avril, et malgré des résultats positifs, il faut toujours le préciser, que plus de 600 nouveaux licenciements étaient prévus sur les sites de, si j'ai bien noté, Dunkerque, Florange, Basse-Indre, Montataire, Saint-Denis, Mardic, Dèvres et Mouzon. Donc vous êtes tous les deux sur le site de Dunkerque, qui est un gros site de production. Et du coup, on aurait deux questions pour vous. La première, c'est qu'est-ce qui explique, selon vous, ce plan de licenciement prévu par ArcelorMittal, et quelles sont les solutions que vous avez imaginées, vous, de votre côté? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Après, je vais vous mentir, on enchaîne en ce moment les universités d'été, différents partis politiques de gauche. Mais merci parce que ça nous donne une tribune pour défendre notre industrie, notre gagne-pain. Ce qu'il faut savoir, c'est depuis le début, la CGT ArcelorMittal Dunkerque a été la seule organisation syndicale à anticiper le naufrage de notre Titanic. Voilà, le naufrage de notre Titanic, parce que au début, tout le monde me riait au nez quand j'ai commencé à dire, parce que nous, on est quand même un gros syndicat, on allait remonter de terrain et on sentait très bien que ça tourne au vinaigre. Et donc, je me souviens des rencontres avec Xavier Bertrand, où il disait, je l'ai énervé, tout ça. Il disait, c'est pas possible. Je l'ai fait péter un câble, bref. Donc, avec différents politiques. Donc, en juin 2024, ce que nous a annoncé la direction, c'est qu'on avait en fin de compte, il faut savoir, qu'on avait des projets ambitieux. Franchement, c'était vrai. Moi, je vais pas mentir, je suis élu depuis 7 ans aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un fils de métallo. Mes deux grands-pères étaient métallos, mon père était métallo, j'ai un de mes grands-pères qui est tombé dans une poche d'acier, accident de travail, bref, j'ai de l'acier dans mes veines, voilà. Et en juin 2024, on nous a annoncé que tous les projets de décarbonation très ambitieux étaient mis au placard, étaient mis en stand-by, voilà. Donc là, on s'est dit, c'est mort, si on bouge pas, on va pas avancer. Donc on a commencé à créer des réunions, des mobilisations avec les sous-traitants, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à Dunkerque, on est 3200 emplois, et si on prend l'ensemble des sous-traitants et sans compter les commerçants, on a estimé avec des économistes, et je remercie aussi Clotilde de l'équipe de François, qui a travaillé avec nous avec 2 économistes, on a estimé que ça, rien que sur le site du Dunkerquois, ça pouvait représenter une perte d'emploi entre 10 et 20 000 emplois, direct et indirect. C'est énorme. Ça serait un désastre industriel, social, un tsunami, quoi.
Donc moi j'ai commencé, je me souviens, c'était en juin 2024, j'ai commencé à travailler avec les sous-traitants, les différentes CGT, essayer de les rassembler, tout ça. Donc on a réuni une première réunion, c'était en juillet 2024, et puis on a aussi essayé de fédérer, c'est-à-dire qu'on a appelé aussi les autres sites, parce que si Dunkerque tombe, c'est parce qu'en gros chez nous on fait du brut, et après ça part sur des petits sites pour faire la finition. Donc ça part à Bassane, ça part à Florange, ça part à Montataire. En fin de compte, ça part dans les quatre coins de la France. Voilà, c'est les quatre coins de la France. Et au total, c'est 16 500 emplois directs quand même. Donc 16 500 emplois directs. Donc on a commencé à fédérer. Ça a pris. Septembre, c'était le 20 septembre 2024. On a réussi à faire une mobilisation qui est à l'origine, qui était pour défendre les droits des travailleurs. Et puis parce que ce qu'il faut savoir chez nous, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents du travail. Beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est je vais vous donner l'exemple de 2015, 3 accidents mortels rien que sur le site de Dunkerque, quoi. 3 accidents mortels, c'est énorme, quoi. Donc on a lancé une mobilisation, on a réussi, et puis là à ce moment-là, on a commencé à rencontrer les politiques. Je vais pas mentir, les premiers mois j'ai contacté différents politiques. Au début j'étais persona non grata, et puis après ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas le choix. Donc parce que voilà, donc au début on a été avec les LFI, après on a rencontré François, après on a rencontré le PS, Xavier Bertrand, Horizon, tout. Vous inquiétez pas, je peux vous dire que j'aurais bien rentré dans la gueule. Bon bref, ça c'est pas un problème. Et puis au début tout le monde riait au nez, à part LFI, François, tout ça, ils ont pris conscience. Et puis on s'est dit on va essayer de déclencher un droit d'alerte économique, parce que malgré les ordonnances travail, on a perdu énormément de moyens avec Macron. On s'est dit on va déclencher un droit d'alerte économique. 4 mois. Pendant 4 mois, j'ai galéré pour essayer de faire plier la CFDT, FO, la CFE-CGC. 4 mois, j'ai galéré. Mais quand je dis galérer, j'ai écrit des courriers, j'ai mis une pression de dingue, un truc de fou. La CFE-CGC, le problème, c'était pas Mittal, le problème, c'était la CGT. Voilà, donc FO, non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et CFDT, ils ont jamais répondu. Bon, bref. Donc et on m'a même reproché hier, il m'a appelé le secrétaire d'être présent aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà, bref. C'est pour une petite anecdote. Donc on a réussi à déclencher le droit d'alerte économique au bout de 4 mois de travail. Au bout de 4 mois de travail, on droit d'alerte économique déclenché. Donc il y avait 2 ou 3 mois d'expertise. Et la direction s'est rendu compte qu'on avait un coup d'avance pour dénoncer la fermeture de 40 sites industriels quand même français d'ici à horizon 2029. Donc ils se sont rendus compte qu'on avait un coup d'avance. Donc ils ont lancé le PSE. Parce que si on lance le PSE avant les conclusions de l'enquête, le droit d'alerte économique est caduc. Donc voilà, donc ils ont lancé le PSE. Voilà, donc ils ont lancé le PSE. Donc mais c'est des malins parce que c'est plan social économique. C'est en gros plan sauvegarde de l'emploi, mais c'est le début de la fin pour résumer. Donc ils ont lancé le PSE. Donc nous tout de suite on a répondu, on s'est mobilisé, mais ils ont lancé le PSE au moment où on devait investir dans la maintenance de nos sites, parce que ce qu'il faut savoir c'est que nous à Dunkerque on a le plus gros fourneau d'Europe pour faire de la fonte, de l'acier. En gros un fourneau c'est une cocotte minute. On met du minerai de fer, on met du charbon et à la fin on obtient de l'acier. Je résume, je fais ça rapide. Et au début c'était ils devaient investir pour qu'on tienne dans le meilleur des cas qu'on tienne jusque 2050. Après ils nous ont dit en janvier 2024 non, trop cher, ça va coûter trop cher de faire la rénovation, on va faire 2040, juin 2024. Ils nous ont dit non. On va mettre des rustines, on va faire pour qu'ils tiennent dans le meilleur des cas à horizon 2029. Pourquoi 2029 ? Et là, c'est là que c'est des malins. Pourquoi 2029 ? Parce qu'avec la COP21, on s'est engagé à décarboner 30% la France à horizon 2030. Donc, si on réalise pas nos projets de décarbonation, c'est-à-dire de fabriquer de l'acier vert, en 2029, on est mort. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont
ils ont dit que c'était des investissements, mais c'est pas des investissements, c'est de la maintenance. Faut pas confondre, la maintenance, c'est pas des investissements. C'est pas. Donc là, ce qui se passe aujourd'hui, donc on continue notre mobilisation, on a fait des meetings, on a fait des déplacements à Saint-Denis, on était accueillis par 3 rangées de CRS, tout ça. Bon, après, c'est pas un problème, nous les métallos, on n'a pas peur. On avance. Là, la rentrée sociale va être, je pense qu'elle va être chaude, parce que là, nos outils, ils sont en train de les tirer au maximum. Et je pense que l'annonce du 10 septembre les remontées de terrain que j'ai, je pense que ça va partir. Donc nous, on appelle à la grève le 10 et on appelle un mouvement reconductible. Voilà. Parce que je pense, ça c'est mon avis personnel, je pense que le 10, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait pas, il y aura une mobilisation, oui. Massif, on sait pas. Général, on sait pas. Mais en tout cas, on sera au rendez-vous, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà la situation. Et moi, j'ai besoin. Je vais faire passer le message parce que il y a quelques politiques à côté de moi. Je vais faire passer le message. J'ai besoin de vous, tout simplement. J'ai besoin de vous parce que nous, on travaille en coulisses pour créer un projet de loi transpartisan pour la nationalisation. Parce que pour nous, l'acier, c'est comme de l'eau, de l'électricité. C'est un bien commun. Je connais aucune TPE, PME qui ne consomme pas d'acier en France. Donc, si on veut, justement, le débat, c'est sur la souveraineté nationale. Bah, si on veut garder notre souveraineté nationale, il faut garder notre acier. Bonjour à tous. Donc, pour compléter peut-être les propos de Gaëtan, on en est là aujourd'hui parce que pour sauver notre industrie, c'est-à-dire pour sauver la sidérurgie en France et plus généralement en Europe, on a besoin de décarboner, c'est-à-dire qu'on a besoin de se séparer de la filière aux fourneaux qui produit énormément de CO2. Il faut savoir que produire de l'acier en passant par la filière au CO2, c'est pour une tonne d'acier produite, c'est 2 tonnes d'émissions de CO2. Donc c'est énorme. On a maintenant aujourd'hui des technologies qui permettent de produire de l'acier vert, entre guillemets, c'est-à-dire de réduire par 3, voire presque par 4 les émissions de CO2 avec cette production d'acier décarboné. Et pour ça, il faut qu'on passe sur des aciers électriques. C'est-à-dire on supprime les hauts fourneaux et on passe sur une filière de four électrique, donc qui est très très énergivore, mais bon, on a cette énergie verte qui arrive à disposition. Mais pour faire ces modifications, il faut des gros investissements. Donc ArcelorMittal avait prévu un investissement, enfin un projet de décarbonation avec 2 fours électriques, une installation de dériste, une installation de réduction de minerais via l'hydrogène, pour un coût de 1,8 milliard, avec un financement minimum de l'État de 850 millions d'euros. Tout ça, c'est terminé puisque l'hydrogène, selon Mittal, n'est pas suffisamment accessible, ce qui est peut-être pas faux. Mais à côté de ça, on aurait quand même pu faire les fours électriques. À l'heure d'aujourd'hui, il n'a plus l'intention de faire quoi que ce soit. Enfin, il nous dit qu'il a l'intention de monter un four électrique, mais pour nous, c'est de la poudre aux yeux. Parce que Mittal se protège en disant l'Europe ne fait pas le boulot, il n'y a pas assez de protection aux frontières, il y a trop d'acier chinois, il y a trop d'acier vietnamien. En fait, c'est souvent la faute des Chinois chez nous. Donc, il y a peut-être un problème au niveau des frontières de l'Europe, mais il y a surtout un gros problème au niveau d'ArcelorMittal qui a fait un OPA sur Arcelor en 2006 pour piller nos savoir-faire et nos brevets. Il a usé nos installations jusqu'à la toile, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des installations qui sont en fin de vie. On n'a pas eu d'investissement suffisant pour dire ni de les rénover, ni de les maintenir en état. C'est-à-dire qu'on avait une capacité de production il y a 20 ans de 7 millions de tonnes par an. On est aujourd'hui à 4,5 millions avec bien du mal parce qu'on a énormément perdu en fiabilité. Donc aujourd'hui, il faudrait faire ces fours électriques. Mais le nerf de la guerre, c'est encore une fois le pognon. Mittal ne veut pas payer. Donc il veut bien qu'on fasse des fours électriques, mais il veut faire financer ça par les États et par l'Europe. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas où on va. Voilà, pour compléter. Merci. Sébastien, je vais te passer la parole pour
répondre à Gaëtan, avoir ton avis sur le plan de nationalisation, et puis aussi faire le lien avec d'autres exemples que tu pourrais avoir en tête d'usines où les ouvriers, de l'industrie, où les ouvriers auraient pu eux-mêmes trouver et mettre en place des solutions. Merci Gwenola, bonjour à toutes et tous. D'abord, commencer nos journées d'été par un premier débat sur la souveraineté industrielle, c'est déjà un marqueur fort de l'identité de notre projet. Et commencer nos journées d'été en filant la parole à des ouvriers, en misant sur l'intelligence ouvrière, les mains d'or dont parlait Lavilliers, qui veulent travailler encore et qui ont des solutions lorsqu'on prend le temps de les écouter pour sauver les emplois, c'est un symbole et je veux que vous puissiez applaudir pour leur donner de la force, les copains qu'on les met dans le cambouis au quotidien. Je dis ça parce que la gauche a trop effacé ces visages et ces paroles-là. Et que l'un des objectifs politiques qu'on doit se donner, c'est le fils de métallo qui parle. Moi aussi, je suis fils de métallo. Tu vois, d'un père mort du cancer de l'amiante, à qui on avait expliqué dans les années 70 qu'il n'y avait pas d'avenir pour la sidérurgie. Et je mesure à quel point, derrière les chiffres des plans sociaux, il y a les drames humains qui vont avec, il y a les familles bousculées, il y a les familles éclatées, et puis il y a les cicatrices territoriales qui laissent des traces encore. Je vois chez moi à Dieppe les friches industrielles qui sont les marqueurs de ces renoncements industriels. Et donc, dire, nous, ici, ce matin, que ces renoncements industriels, on n'en veut plus et qu'on veut travailler à recouvrer de la souveraineté industrielle en s'appuyant sur ce qu'ils proposent, ça a évidemment un sens particulier. Gaëtan l'a dit, ça impliquera dans les premières mesures de revenir sur les lois El Khomri, de revenir sur les lois ordonnance travail, parce que l'expertise, leurs droits d'intervention, leurs droits de proposition dans les CE ont été rabotés. Et moi, je pense que il faudra d'abord commencer par associer les salariés à l'avenir industriel qui les concerne si on veut retrouver la souveraineté industrielle. Deuxième remarque, on est dans un pays, vous avez tous en tête les chiffres, mais depuis 1980, ça veut dire que dans le lot de renoncement, il y a des responsabilités additionnées. On a perdu entre 2,5 millions et 3 millions d'emplois industriels. Et on a perdu la souveraineté qui allait avec. On a un PIB industriel qui est aujourd'hui en dessous de 10%, alors qu'il était autour de 22% dans les années 80, si je me trompe pas, alors qu'il est de 16 en Allemagne, de 14 en Italie, de 16 en Espagne. Bref, on est les derniers élèves de la classe européenne, et c'est aussi, je voulais dire ça pour commencer, la démonstration que la politique de l'offre, elle est non seulement ruineuse pour le pays, mais elle est inefficace. La politique de l'offre, la politique libérale en matière industrielle, ça ne marche pas. Fabien Gay, mon pote Coco du Sénat, vient de démontrer qu'on a mobilisé 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises, sans que l'État d'ailleurs soit capable d'en justifier l'origine, même d'en faire la liste, et sans surtout contrôle, sans contrepartie. Et donc, ces 211 milliards, si on les avait mis au service des projets alternatifs portés par les salariés, conditionnés évidemment à leur impact environnemental, social, à leur capacité à créer des emplois sur le territoire, on n'en serait pas là. C'est la deuxième idée que je voulais développer. Il y a donc un échec de Macron. Il y a donc un échec de tous ceux qui se sont succédés et qui l'ont précédé là-dessus, avec quand même à avoir en tête le fait que le Covid a été un moment où il y a eu une prise de conscience collective de quand on renonce à notre souveraineté industrielle, quand on dépend de l'Asie notamment, de l'Asie essentiellement pour nos biens de production de première nécessité, la machine s'arrête. Vous vous souvenez quand même, pendant le Covid, incapable de fabriquer des masques, incapable de fabriquer des respirateurs, incapable
de faire tourner un certain nombre d'usines parce que les semi-conducteurs étaient fabriqués dans les pays low cost à bas coût, ne respectant ni les normes sociales ni les normes environnementales, et que le Covid, on aurait pu le penser, aurait dû jouer un rôle de révélateur sur il faut qu'on stoppe l'hémorragie, il faut qu'on recouvre de la souveraineté industrielle. Et l'exemple d'Arcelor démontre que on n'a tiré aucun enseignement de cela. Je veux répondre concrètement à la proposition de Gaëtan, parce que c'est la question qui m'est posée. Nous, on pense que face à ces saignées industrielles, face à ces renoncements industriels, face à ces abandons entiers de souveraineté dans tous les secteurs de l'industrie, du médicament à l'acier, en passant par l'automobile, eh bien, il faut pas un État spectateur. Il faut pas le laisser faire, le laisser passer. Et il faut, quand l'essentiel est en jeu, et quand un bien commun est en jeu, il n'y a pas d'industrie sans acier, eh ben, que l'État reprenne la main. Et nous sommes évidemment favorables à la proposition portée par la CGT et qu'il faut partager avec l'ensemble des autres organisations syndicales pour être plus fort, d'une loi de nationalisation pour reprendre la main sur l'acier. Tu peux compter sur nous pour que cette proposition transpartisane soit au rendez-vous. Je veux, sans être trop long, on aura l'occasion de revenir dans le débat, mais parce que vous savez, moi, je suis un vieux élu, j'ai des cheveux blancs, j'ai été maire, j'ai été conseiller régional, vice-président de département, député, et donc j'ai connu, malheureusement, de nombreuses luttes. Il y a des luttes dures. C'est compliqué d'être secrétaire d'un syndicat quand il y a une lutte comme ça, parce que les gars dans la boîte, ils se disent est-ce qu'il y a vraiment un horizon? Comment je vais rembourser mon crédit? Comment je vais nourrir mes mômes? Comment je vais affronter la rentrée scolaire? Et donc, tenir la barque de dire on part pas avec la valise, mais on se bat pour un projet industriel, c'est dur. Et je veux, pour leur donner de l'énergie, montrer qu'il y a des combats menés qui peuvent être gagnés, et il y a des combats qui ont été menés et qui sont gagnés. Prendre quelques exemples de chez moi, mais quelques exemples nationaux. Moi, en pleine crise de l'automobile à Dieppe, ville qui a un PIB industriel de 24%, en pleine crise de l'automobile à Dieppe en 2008, au moment où je deviens maire, ils avaient décidé de l'automobile de tirer une croix. Je le dis entre parenthèses, le virage électrique pris pour l'automobile, sans travailler sur la souveraineté des batteries, sans travailler sur la formation des salariés, c'est une manière d'accélérer les délocalisations de l'automobile en Chine. Et en pleine crise de l'automobile à Dieppe, on fait des assises de l'automobile, on réunit les syndicats, on fait pression sur les pouvoirs publics, et alors qu'ils avaient décidé de tirer une croix sur Alpine, Renault, le fleuron de l'industrie automobile française, eh bien aujourd'hui, grâce au combat, grâce à l'intelligence ouvrière, Alpine se conjugue non seulement au passé, mais au présent et au futur. Et on va embaucher 400 salariés à Alpine à Dieppe. On va reconstruire des véhicules électriques et on fait la démonstration qu'il y a un avenir made in France pour l'automobile. De la même manière, je suis élu d'un territoire. Je suis voisin de François, c'est pour ça qu'on s'aime bien, parce que en fait, au bout du compte, on se ressemble. On a un territoire qui se ressemble. Le pôle Verrier, la Glace Vallée, à la frontière de la Seine-Maritime et de la Somme. Le pôle Verrier, c'est, vous savez, tous les parfums de luxe sont fabriqués chez moi. Alors, il n'y a pas beaucoup de salariés qui ont les moyens de se payer les parfums de luxe, mais c'est eux qui les fabriquent, c'est eux qui les conçoivent, c'est eux qui les dessinent, et les mains d'or des parfums de LVMH viennent de chez moi. Le pôle Verrier était victime d'un fonds d'investissement prédateur. Vous savez, c'est LBO qui viennent, qui achètent, qui sucent, qui compartimentalisent et qui vendent à l'encan les savoir-faire. Ça, c'est arrivé en 2007 chez nous. Le fonds d'investissement avait décidé de laminer Saint-Gobain des Jonquières, Vert Essence désormais, pour le vendre par appartement. On a opposé avec les boîtes, avec les syndicats, avec les PME, en rassemblant les acteurs du territoire, une logique de projet industriel territorial à la logique des fonds d'investissement prédateurs. On a gagné. On a fait en sorte, alors on est tapé à tous les ministères, on les a bousculés, on les a chopés par le callback. On a fait la démonstration que si les Japonais achetaient un parfum made in France, il fallait qu'il soit fabriqué chez nous. Comme on a fait la démonstration avec Alpine que Alpine n'avait de sens que si elle était fabriquée chez nous. Et aujourd'hui, alors on n'est pas sorti d'affaire pour la nuit des temps, mais Vert Essence a employé
les gars ont obtenu des NAO avec des salaires augmentés, et on investit dans des fours, et on investit dans des fours électriques. Et je veux redire ça aussi. Il faut faire la démonstration que se battre pour le renouveau industriel, c'est faire la démonstration qu'on peut réconcilier lutte des classes et lutte contre la fonte des glaces, les produits les plus propres, les produits écologiquement exemplaires. L'industrie propre, c'est l'industrie qui est faite chez nous. Il faut relocaliser de l'industrie chez nous. Il faut arrêter de dire que l'industrie, c'est sale et que l'industrie n'est pas compatible avec l'écologie. On a fait ce boulot-là à Saint-Gobain-des-Jonquères et on a gagné à Saint-Gobain-des-Jonquères. Un dernier exemple pour ne pas être trop long. Emeril, à Alizé. On sera à Alizé d'ailleurs avec François le 4 septembre prochain. Un papetier, là aussi victime d'abandon, de renoncement. Et avec les syndicats, grâce à leur expertise, grâce au droit qui existe dans les CE, du droit d'alerte, de projets industriels alternatifs, on a fait pression sur les pouvoirs publics pour que on préempte le site abandonné par Emeril et qu'on conjugue et qu'on fasse la démonstration qu'il y avait un avenir pour la filière papetière en France. Autant d'exemples, et on peut multiplier ces exemples à l'envi, qui démontrent que s'il y a la volonté politique, si on prend le temps d'écouter les propositions des salariés, et si on n'a pas un État spectateur, mais un État stratège, un État qui planifie, un État qui protège, un État qui, évidemment, François porte ça fort, fait en sorte que on arrête de se faire siphonner nos savoir-faire par des produits qui viennent d'ailleurs sans barrière, sans réguler, sans protectionnisme, pas à la Trump, de protectionnisme pour faire en sorte de social et environnemental, alors on pourra conjuguer l'avenir au présent. Voilà les quelques mots que je voulais prononcer en introduction de notre débat, en concluant par une chose suivante. En fin de mandature, on a eu un débat sur l'industrie. Ils aiment bien organiser des débats, les marcheurs, des débats qui mangent pas de pain, des débats qui sont suivis d'aucun effet, des débats qui se traduisent pas dans la loi par des mesures concrètes. Et il y avait une offensive globale des libéraux, de la droite, des fachos, pour dire si ça va mal dans l'industrie, c'est de la faute des écolos. C'est de la faute des Verts, c'est de la faute de l'écologie. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai encore des progrès à faire pour devenir complètement écolo. Mais j'apprends tous les jours. Et je suis convaincu qu'il y a nécessité de réconcilier tout ça. Avec François, on est intervenu pour faire la liste des plans sociaux. Et on pourra faire la liste des plans sociaux 2025 qui montre que ça continue. Mais j'ai dit que, vous savez, dans les années 70, quand ça a tapé fort, il n'y avait pas de normes environnementales. Il n'y avait pas d'écolo. Il n'y avait pas de verts. Et d'ailleurs, ils sont pas aux responsabilités. On n'était pas aux responsabilités. Et ça a quand même saigné dans l'industrie. Donc, ne tombez pas dans le piège facile qui consiste pour les libéraux à faire porter sur nous le poids de leur propre turpitude, leur incapacité à protéger les salariés, à protéger la souveraineté qui va avec. C'est aussi ça qu'on voulait dire ce matin en ouverture de notre discussion que j'espère riche et fructueuse. Bonjour à tous. Alors, je vais très certainement vous apparaître comme la personne la moins sympathique de ce débat. Je le préviens. Et il est même possible que j'ose prononcer d'horribles mots comme le mot compétitivité. Me jetez pas de tomates tout de suite. Je crois qu'on a contrôlé à l'entrée, il y en a pas, j'avais prévenu. Certes, je souhaiterais sortir vivante. Non, plus sérieusement, pourquoi je vais peut-être apparaître comme la personne la moins sympathique, c'est que je suis assez convaincue que la désindustrialisation, c'est une histoire collective. Et la réindustrialisation, ça sera une histoire collective. Pourquoi je dis que c'est une histoire collective ? C'est qu'il est très clair que les grands groupes français ont une responsabilité dans la désindustrialisation, en s'internationalisant, en allant ouvrir des sites de production au loin. Ils ont, en général, détricoté toute la chaîne de valeur, et ça s'est fait au détriment de sous-traitance. Alors, ça a pu être des délocalisations, mais c'est aussi des pratiques comme le non-respect des délais de paiement, c'est-à-dire quand vous payez vos fournisseurs pas à 30 jours, mais à 90, 120, 160 jours, c'est autant de trésorerie que les PME doivent supporter. Donc, les grands groupes ont une responsabilité.
l'État a une responsabilité dans son inconsistance, dans son non-choix ou dans le choix de miser sur une société post-industrielle. Dans les années 90-2000, ça a été tout le discours sur on se focalise sur les tâches en amont et en aval de la chaîne de production parce que les activités de production étaient réputées moins nobles. Mais en tant que citoyen, on a aussi une responsabilité. Alors, quand je vais vous dire ce que je vais vous dire, vous allez me dire oui, mais le pouvoir d'achat. Mais on a une responsabilité à partir du moment où, quand on a le choix entre un produit fabriqué en France ou en Europe et un produit fabriqué en Chine, on choisit le produit fabriqué en Chine parce qu'il est un peu moins cher et donc ça nous permet de consommer plus de choses. Et la surconsommation, elle est aussi liée à la désindustrialisation. Et enfin, et ne vous fâchez pas, les syndicats ont aussi une responsabilité et je vais vous donner un exemple très concret. Il y avait une boîte qui s'appelait La Carte Française. La Carte Française, elle permettait de faire une chose, c'était d'acheter des produits, cibler les cartes cadeaux qu'on donne aux salariés, de les cibler vers des produits ou des services fabriqués en France. La réponse que les fondateurs de la Carte Française ont eu de beaucoup de syndicats dans les entreprises, c'était on ne vous prend pas parce qu'on préfère avoir d'autres cartes cadeaux qui permettent de soutenir des produits fabriqués ailleurs, mais donc de permettre d'avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat. Donc flécher un budget pour soutenir l'industrie française, ça n'a pas été fait. La Carte Française, elle a été liquidée au mois de juillet. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on peut taper sur l'État, on peut taper sur les grandes entreprises, on peut taper sur tout le monde, de la même manière que quand vous êtes une grande entreprise, vous tapez sur d'autres acteurs, vous allez taper sur les syndicats, etc. Si collectivement, à un moment, on ne fait pas le pari de l'industrie française, la réindustrialisation, ça sera un vœu pieux. Et dans le pari de la réindustrialisation, il y a aussi le fait d'accepter des activités industrielles sur le territoire. Alors, dans la représentation qu'on a de l'industrie, on a la représentation des hauts fourneaux qui fument, qui polluent, et je sais pas toutes les images négatives que les gens peuvent avoir dessus, en oubliant que c'est un facteur de souveraineté, comme vous l'avez rappelé tous les trois, et de se dire que, sans activités qui sont peut-être un peu plus émettrices et dont on va travailler à réduire l'empreinte environnementale et qui seront toujours faites dans de meilleures conditions en France, en Europe qu'ailleurs dans le monde, sans ces activités, on sera pas souverain. Parce qu'elles sont la base de toutes les autres activités. Mais on doit accepter aussi que l'industrie, c'est pas toujours tout beau, tout joli, et que le discours que j'entends aussi beaucoup, et moi qui m'énerve, l'industrie c'est tout beau, tout propre, maintenant on peut manger par terre, c'est faux. Il y a de la pénibilité au travail et on doit travailler à la réduire autant que possible. Mais dire que tout est magique, comme le ministre l'a fait, et je vous ferai pas d'imitation parce que je suis pas très bête pour dire c'est la magie, et autres, c'est ne pas dire la chose. Bon, une fois que j'ai dit ça, il y a une responsabilité collective. La deuxième chose, c'est qu'il y a une réalité, c'est qu'on ne réindustrialisera pas sans changer les règles du jeu. Vous avez des surcapacités de production mondiale dans l'acier, dans les batteries, dans les panneaux solaires. Donc, si vous pensez qu'on peut produire sur le territoire une compétition internationale, c'est mettre de l'argent public sur la table pour rien. Donc, à un moment, il y a un changement de règles du jeu qui doit se faire au moins aux frontières de l'Union européenne. Et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, aujourd'hui, est insatisfaisant. Alors, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, parce que vous êtes assurément pas tous experts de ce sujet, on peut pas vous en vouloir, c'est la taxe carbone. C'est-à-dire dire qu'un produit, pour entrer sur le territoire, doit payer une taxe qui est censée rééquilibrer par rapport à ce qui se passe sur le territoire européen, puisqu'on est censé produire dans de meilleures conditions. Ce mécanisme, il a 3 défauts. Le premier, c'est qu'il concerne des intrants de base, donc l'acier, l'aluminium, le ciment, l'hydrogène, et il y en a toujours un que j'oublie, les engrais, je crois. Mais si vous faites rentrer un véhicule produit en Chine sur le territoire, il n'est pas taxé. Donc vous pouvez contourner ce mécanisme. Donc vous ne soutenez pas le territoire. Deuxième chose, si vous êtes une entreprise qui souhaite exporter et que vous aurez exporté en dehors de l'Union européenne, vous aurez payé vos quotas de CO2 en Europe et vous serez face à des concurrents qui n'ont pas de marché de CO2 organisé chez eux. Et la troisième chose, vous êtes une entreprise chinoise, qu'est-ce que vous faites si vous voulez vendre de l'acier en Europe ? Vous avez 3 usines. Vous en avez une qui produit de l'acier avec de l'électricité faite à partir de charbon. Vous en avez une, et 2 autres deux qui font à partir de charbon, et une troisième qui produit avec de l'électricité faite à partir de panneaux solaires. Et les produits que vous envoyez sur le territoire européen pour avoir des certificats ou qui vous permettent de rentrer sur le territoire européen en minimisant vos taxes carbone, ce sont les produits qui sont fabriqués à partir de l'usine qui bénéficie d'électricité renouvelable et non pas de charbon. Donc il faut à minima taxer sur le pourcentage d'intensité carbone de ces produits venant de Chine, ou voire mettre une taxe qui est proportionnelle au poids du charbon dans la fabrication d'électricité en Chine. Alors pardonnez-moi, c'est un peu technique. Si vous comprenez pas, on reprend. Soit vous levez la main, soit on le fera avec les questions après, je préciserai.
La troisième chose, c'est que en Europe, vous avez structurellement une demande qui est atone. Vous avez une demande qui ne se tient pas en Chine. Et vous avez les Américains qui ferment leur marché. Donc, surcapacité de production mondiale dans certains domaines, des marchés qui se ferment. Quel est le déversoir? C'est l'Union européenne. Donc, pour soutenir la demande, vous avez, parce que la demande, c'est ce qui fait que vous avez des produits. Aujourd'hui, la majorité des usines en Europe ne tournent pas à plein. Les usines chimiques en Europe, c'est 70% de taux d'occupation. Quand vous êtes sur des usines, donc dans la chimie, dans l'acier, qui sont très intensives en capital, c'est-à-dire que vous mettez beaucoup d'argent pour maintenir déjà rien que l'outil, sans investir, et ben si vous n'êtes pas occupé au maximum, c'est-à-dire que vous n'avez pas un chiffre d'affaires maximal en vendant tous vos produits, que vous produisez au maximum et vous vendez tout, et ben vous devez absorber plus de coûts fixes d'entretien de votre usine sur moins de produits. Donc vous dégagez moins de marge. Donc si en plus vous en distribuez quelques euros au passage à des actionnaires ou je ne sais qui, et ben vous avez presque plus de capacité à investir. Et donc vous modernisez pas et vous avez en face des acteurs qui sont très modernes parce que des usines sont moins vieilles, notamment en Asie. Donc il y a la question de la capacité à investir et il y a la question de comment est-ce que dans le pouvoir d'achat, je dégage des marges de manœuvre. Et là, donc, vous avez plein de débats, et ça, c'est aux partis politiques de répondre. Vous avez des gens qui vont dire, il faut baisser les cotisations sociales. Moi, je pense qu'il y a un levier qui est intéressant à creuser, c'est le poids du logement dans le pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'on peut le réduire? On est passé de 20 à 30, 35%. Donc là, c'est des questions de... oui, non, c'est pour ça que je dis, c'est pas moi en tant que géographe de répondre, c'est plutôt à vous en tant que politique. Et la question derrière ça, c'est l'industrie, c'est un moyen au service d'un projet de société. Donc, quel projet de société vous voulez et l'industrie, elle répond à quels objectifs et donc quelle typologie d'industrie. Et ça, c'est des choix politiques. Et donc, je vous disais la question des changements de règles et je terminerai là-dessus. Vous avez un droit de la concurrence en Europe qui n'est pas favorable. Vous avez des règles commerciales qui sont définies à l'échelle européenne qui ne sont pas favorables au maintien de l'industrie. Et quand la France vient parler, quand vous pesez 10% de points de PIB en tant qu'industrie manufacturière face à des Allemands qui pèsent 17%, qui ont des groupes internationalisés, et Dieu sait si les groupes allemands nous emmerdent parce que, franchement, ce qui s'est passé avec les États-Unis, il y a quand même une responsabilité des groupes allemands. Aujourd'hui, vous allez parler avec la Commission pour demander des mesures de sauvegarde sur l'industrie. Les groupes qui s'y opposent, ce sont les Allemands systématiquement. Systématiquement. Donc, vous avez un fonctionnement européen qui n'est pas suffisant. Vous avez en plus du dumping fiscal et social au sein de l'Union européenne, qui fait que vous avez du mécanisme d'exportation de chômage entre les pays et du mécanisme de localisation de sièges. Donc toutes ces règles, elles sont à interroger si on veut vraiment réindustrialiser. Et la dernière chose, et on y reviendra derrière, parce que je pense que sur la question environnementale, pour venir, c'est la question du prix de l'énergie. Arcelor, je sais pas combien représente l'énergie dans vos coûts variables. Je pense que ça doit être de l'ordre de 80% à peu près. Très peu? Ah bah oui, parce que vous n'êtes pas encore à l'électrique. Mais si vous passez sur de l'acier bas carbone, vous êtes très, très consommateur d'électricité. Et donc, si on veut qu'on va avoir de l'acier bas carbone compétitif, il faut avoir un prix d'électricité compétitif. Aujourd'hui, quand vous êtes un grand consommateur, vous l'avez à 42 € du mégawattheure sur 50% de votre consommation. À la fin de l'année, vous passez à minima à 55 €. Donc, vous avez 13 points de plus à prendre sur tous vos mégawattheures. Et je vous parle pas des effets de réseau, etc. Donc, tous ces sujets-là, c'est-à-dire, je travaille sur la réindustrialisation, donc je suis une fervente convaincue qu'il faut de l'industrie parce que c'est un levier de souveraineté, c'est un levier de création d'emplois, on produit dans de meilleures conditions chez nous. Mais si on dit d'un côté, on veut de l'industrie, on a une surcapacité de production mondiale, de l'autre côté, on veut de la sobriété, on a un vrai travail politique de réflexion sur ce qu'on veut construire, ce qu'on choisit de faire, ce qu'on accepte en termes d'impact environnementaux, ce qu'on refuse, ce qu'on construit collectivement. Et donc, c'est pas juste dire je veux des usines, c'est qu'est-ce que je mets en termes d'écosystème et qu'est-ce que collectivement on est prêt à faire pour faire de l'industrie une réalité et pas seulement un vœu pieux, parce que, pour conclure, ça fait 10 ans que je parle d'industrie. En 2014, c'était un sujet has-been. Clairement, c'était la relégation sociale. Je faisais une thèse en géographie sur l'industrie, on me demandait plutôt si je faisais une thèse en histoire. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul politique qui ne parle pas d'industrie. Dans la réindustrialisation, on en bouffe matin et soir. On a des rapports avec commissions qui se succèdent. Je pense que de toute façon, comme tout le monde s'emmerde en ce moment parce que plus rien ne se passe, tout le monde y va, tout le Sénat, l'Assemblée nationale, le CSE, enfin tout le monde y va de son rapport sur la réindustrialisation. Donc je pense qu'on a les mesures. On ne peut ne pas être d'accord sur les mesures, mais on a des mesures qui existent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en œuvre? Et on arrête de parler et on agit.
Oui, bon ben merci beaucoup pour ces interventions. Juste un petit point de précision, on est bien d'accord que j'ai 10 usines au charbon, une électrique, j'obtiens un droit j'ai un label écolo sur une usine, c'est valable pour la production de toutes les usines, c'est ça que vous disiez? Non, c'est-à-dire que je vais envoyer en Europe les produits qui viennent de cette usine. Oui. Donc je vais garder sur mes 10 usines, je vais en garder par exemple 5 pour le marché chinois et je vais en mettre 4 pour les autres marchés et je vais mettre les mieux disantes sur le marché européen. Là, je parlais du marché chinois vers le marché européen. C'est ça. Donc ça c'est normal, j'ai mon label pour mon usine. Oui, mais ce que je veux dire c'est que ça contribue pas forcément à décarboner le reste. Okay, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est censé protéger l'industrie européenne mais qui est très facilement contournable parce que incomplet et contournable facilement. Donc faudrait pas considérer le mix énergétique de l'usine mais le mix énergétique du pays pour tacler tous ces trucs si on veut soutenir notre industrie à nous. Oui, et les inviter à basculer le reste. D'accord. Juste une chose, il y a un point qui est jamais évoqué par rapport à l'industrie, et je m'en étonne un peu, mais peut-être que mes chiffres ne sont plus bons. C'était que effectivement, il y a eu un reflux industriel en France important, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est que c'était pas simple. Les délocalisations étaient finalement assez minoritaires, proportionnellement au gain de productivité très fort qu'il y a eu dans l'industrie et qui était responsable de l'érosion de l'emploi dans les gains, dans le. Donc, d'après les chiffres, il y aurait 15 à 20% effectivement de localisation, mais pour 80%, en tout cas, je sais qu'il y a pas longtemps, les études montraient que c'était lié beaucoup au gain de productivité dans l'industrie. Alors. Je coupe, je réponds, mais je pense qu'il y a 3 tiers. Vous avez un tiers qui sont des délocalisations, fermetures. Vous avez un tiers qui sont des gains de productivité. Et enfin, il y a un tiers de fermeture, un tiers de délocalisation et un tiers de gains de productivité. Et les gains il y a un autre mécanisme qu'on voit, c'est que vous avez eu énormément, et ça je pense que les personnes à ma droite l'expliqueront mieux, vous avez un mécanisme avec les déconcentrations de groupes, c'est-à-dire le fait de se refocaliser sur les activités cœur de métier. Vous avez plein d'activités qui étaient avant internalisées dans des groupes, qui ont été externalisées. Je pense notamment à tout ce qui est logistique, maintenance, mais surtout, ça a un impact, c'est que vous sortez de la convention collective. C'est-à-dire, si vous étiez dans la convention collective métallurgie parce que vous aviez une activité de logistique, vous passez dans la convention collective logistique, je ne sais pas si elle est, et qui est globalement moins disante, a priori. Mais bon, je pense que vous avez 2 personnes qui connaissent mieux le sujet là. Non, mais c'est ça. Il y a toute une partie qui a été requalifiée, qui a été déqualifiée industrie parce qu'effectivement. Mais bon, voilà. Moi, c'était l'aspect gain de productivité, c'est-à-dire que une industrie qui s'automatise aussi beaucoup. Qui devient de plus en plus performante, en tout cas. Je sais que le taux de robots, on est très très en dessous, par exemple en Europe, etc. Donc effectivement, interroger le développement de la réindustrialisation, qui est en soi un enjeu de souveraineté industrielle, c'est aussi interroger l'érosion de l'emploi. Voilà. Et cette question-là, elle est quand même jamais posée parce que c'est vraiment c'est au cœur de la réindustrialisation aussi, si on veut penser le travail et sa réorganisation et notamment son partage. Voilà. On fait tourner sur plusieurs prises de parole, comme ça on répondra d'une manière groupée, si ça vous va bien. Je suis pas à la place de Gwenala. Merci. Bonjour, Guillaume Chosmy. Je travaille dans l'industrie des énergies renouvelables. Bon. Oui. Ah, voilà. Oui, bonjour. Bon, du coup, mon entrée a été sonore, en tout cas. Je suis désolé pour tout le monde pour ce bruit. Donc, je travaille dans l'industrie des énergies renouvelables, et en particulier des pompes à chaleur. C'est une industrie qui est touchée parce qu'aujourd'hui, on en a parlé, il y a le logement prend une énorme part des choses et on a un énorme enjeu sur la rénovation énergétique des bâtiments en France. Il se passe que c'est un marché qui était annoncé il y a 5 ans aux alentours de la rénovation, près de 7 à 800 000 logements qui devaient être rénovés par des pompes à chaleur. Il y a 3 ans, c'était 450 000 et aujourd'hui, c'est 150 000. C'est un marché qui a été divisé par 3.
il n'est pas divisé par 3 parce qu'il n'y a pas besoin de rénover des bâtiments, il n'est pas divisé par 3 parce qu'il n'y a pas besoin d'arriver à faire des économies sur le chauffage et tout ça, il est divisé par 3 parce qu'on est sur un marché sponsorisé. Un marché sponsorisé par l'État, un marché sponsorisé par des entreprises avec les certificats d'économie d'énergie. Et c'est un marché qui a explosé en vol. Et malheureusement, il a explosé en vol suite à des annonces gouvernementales. Le gouvernement, en particulier le Mozart de la finance, est venu, même dans mon usine, moi c'est l'usine OR à Feuquières-en-Vimeux, pour ceux qui connaissent un peu la baie de Somme, il est venu nous annoncer 1 million de pompes à chaleur fabriquées en France, alors qu'on en vendait, donc je vous disais, à peu près la moitié du million sur le pays, avec 80% de machines fabriquées en Asie du Sud-Est. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a, 3 ans après ces annonces, à peine 50 000 pompes à chaleur fabriquées en France. Tout ça pourquoi? Parce que les besoins et les envies de l'État de l'époque et les besoins qu'on aurait, et on a parlé de la préférence un peu française sur les achats, en fait, il n'est pas possible. La Commission européenne et l'Europe interdit à ce qu'un produit français puisse être privilégié sur le marché. Et donc là, demain, il va falloir... Il y a 2 choses à faire. Soit on arrive à changer les règles de la Commission européenne et de l'Europe pour arriver à faire en sorte qu'on puisse, chacun de notre pays, avoir une préférence locale sur les produits posés, ou alors il va falloir désobéir aux traités. Il y a un moment, il va falloir savoir ce qu'on veut. Et ce marché, il explose. La prime Rénov' a été annulée cette année, pour ceux qui l'ont entendu. Il y a encore des moyens qui sont faits. Hier, le diagnostic de performance énergétique a redonné un bénéfice aux produits électriques pour essayer de relancer ce marché, mais ça ne suffira pas. Donc, comment on fait demain pour rénover nos logements, pour baisser donc la facture énergétique des logements, sans aider à ce que les produits puissent être rénovés avec des produits fabriqués en France, faits par des ouvriers français, et donc pour relancer l'industrie, parce que nos logements, on aurait bien besoin d'avoir des produits faits au plus proche. Moi, je parle de chauffage, mais vous avez l'isolation, vous avez également les panneaux solaires, le photovoltaïque. Tout ça va bien falloir le fabriquer au plus proche de chez nous, et c'est mal parti. Je propose de faire par salle 2-3 questions, si vous va, on en prend une autre, et puis ensuite je vous laisserai répondre. L'ordre, je ne sais pas. Faire un homme, une femme, la règle. Privilégié. Bonjour à toutes et à tous, Marlène Colino, je suis membre de l'APRI, moi je viens de Loire-Atlantique, donc le site de Bassindre d'ArcelorMittal où évidemment aussi il y a de nombreux licenciements sur ce site. Pas loin de Bassindre, au bord de la Loire, de l'autre côté de la Loire, on est au Pèlerin et il y a 50 ans, il y avait une lutte contre l'installation d'une centrale nucléaire du Carmel. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je pense que quand on parle de souveraineté industrielle, on ne peut pas, et notamment à gauche entre nous, on ne peut pas en fait éluder la question de la souveraineté énergétique. Voilà, donc c'est un sujet qui n'a pas été pour le moment abordé, mais je pense qu'il est utile en fait qu'on s'interroge. Et moi, je fais partie de ces militants de gauche qui ont une tradition sur la question de la sortie du nucléaire. Et donc, je pense qu'il faut qu'on puisse évoquer le sujet entre nous, qu'on puisse en débattre. Qu'aujourd'hui, la question notamment de la décarbonation de l'industrie, elle conduit à finalement mettre de côté, mettre sous le tapis ces enjeux-là, en imaginant que le nucléaire, c'est un outil de souveraineté énergétique, en oubliant qu'en réalité, on importe de l'uranium du Kazakhstan, du Niger, de l'exofluorure d'uranium de la Russie. Et finalement, on en vient à plus poser ce type de questions. Et donc j'aimerais bien aussi qu'on puisse évoquer le sujet du nucléaire dans nos discussions, parce que c'est un des éléments, là aussi, de la souveraineté industrielle. Peut-être, et je conclurai là-dessus, General Electric aussi a eu un gros plan de licenciement chez nous en Loire-Atlantique. 360 salariés étaient concernés. Et évidemment, c'était uniquement sur la filière du renouvelable que les licenciements était en jeu, et pas du tout sur les questions historiques de production de General Electric. Donc voilà, il y a un sujet au débat entre nous, et je pense que c'est important qu'on puisse l'avoir dans des temps comme celui-ci. Merci. Du coup,
Gaëtan, Rénal, ouais. Merci pour vos questions. Il y a quand même pas mal de sujets, hein. Donc je vais pas mentir. Il y a pas mal de sujets. Bon, j'ai pris quelques notes. Nous, on est pour faire de l'acier vert, parce que moi, je vais être clair avec vous. Si on fait pas la transition 2029, on est fermé. Donc voilà, il y aura plus d'acier en France, il y aura plus de souveraineté industrielle sur l'acier. Donc nous, justement, on est l'une des seules organisations syndicales à se battre pour faire de l'acier vert. Parce que moi, j'ai été reçu plusieurs fois à l'Assemblée nationale sur diverses commissions d'enquête, tout ça. Vous pouvez le retrouver sur le net, là. C'est aberrant. FO a le discours du Rassemblement national. C'est-à-dire pour eux, il faut faire de l'acier, on pollue et puis voilà, on s'en fout, on fait pas de transition énergétique, il y a pas de problème quoi. Après, je vais pas mentir, hein. Moi j'ai dit au vert, moi je suis pas pour transformer mon usine en jardin public par des trèfles à 4 feuilles. Donc voilà, moi je suis pour l'industrie, je suis pour que mon usine vive plusieurs décennies. Je me souviens en janvier 2024. J'avais réussi à croiser dans les couloirs des grands bureaux de Dunkerque sous la pression, parce que tout avait été caché, le ministre de l'économie de l'époque qui nous a bien ruiné, Bruno Le Maire. Il m'avait dit, vous inquiétez pas, monsieur Lecoq, c'est reparti pour 50 ans. Ouais, on a vu 6 mois après, il nous a annoncé que 2029, on est fermé, si on fait rien. Bref, bon, c'est pour une petite anecdote. Après, revenir sur... je vois Bassane. Bassane, il faut être clair. La camarade qui a pris la parole, Bassane, il faut être clair que si, comme c'est parti là avec les infos qu'on a, là ils vont supprimer à peu près la moitié du personnel, 150 personnes. Comme c'est parti là, ils vident le carnet de commande, ils sont en train de transférer le carnet de commande de packaging, parce que packaging, c'est les boîtes de conserve, ils sont en train de les transférer en Espagne. Dans un an, il n'y a plus de Bassane. Voilà, on le sait, si on fait rien, dans un an, Bassane n'existera plus. Voilà, on le sait, ils sont en survie depuis 10 ans et là, ils sont en train d'accélérer la machine pour les broyer. Après, le sujet du nucléaire, de l'énergie est un sujet, moi, j'ai pas de tabou. Nous, à la CGT, il y a plusieurs positions, voilà. Nous, je veux pas vous mentir, à l'heure actuelle, on peut pas se passer du nucléaire si on veut décarboner. Voilà. Parce que si on va tellement être, si on réalise nos projets de décarbonation, c'est une tranche complète de la centrale nucléaire de Gravelines. Voilà. Donc c'est énorme. C'est énorme et c'est, même on peut mettre tant d'éoliennes qu'on veut, des panneaux solaires tant qu'on veut, on pourra pas faire sans le nucléaire. Voilà. Après, c'est une position qui peut être difficile à comprendre pour certaines personnes. Voilà. Mais c'est une position claire. On peut pas se passer du nucléaire. À l'heure actuelle. Mais peut-être d'ici quelques décennies, je parle pas en années parce que c'est tellement colossaux les besoins énergétiques qu'on a besoin chez nous. Peut-être d'ici quelques décennies, on pourra se passer du nucléaire avec une transition énergétique propre, sans uranium, sans nucléaire. Mais à l'heure actuelle, on peut pas s'en passer. Donc voilà, il faut être clair. Je sais que c'est une position qui est pas facile. C'est un discours que je tiens qui est pas facile pour moi parce que je sais que en face de moi il y en a, je vais faire des déçus, mais au moins la position est claire. Donc voilà, moi j'ai pas de langue de bois quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais si on n'a pas de nucléaire à l'heure actuelle, on sait pas faire. Voilà. Donc voilà. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Voilà. Je me permets en relais là par rapport aux différentes questions. D'abord, on est là en journée d'été, en réflexion, et on est aussi là pour réfléchir à nos points d'appui. Je pense qu'il faut quand même avoir en tête que la bataille culturelle s'est inversée et que c'est un point d'appui. Il y a encore 10 ans, ceux qui rêvaient d'un pays sans usine le chantaient fièrement. Et ceux qui considéraient qu'il y avait un avenir pour nos territoires de vie qu'avec l'économie résidentielle, soi-disant des emplois non délocalisables, on m'avait fait venir d'Avziz à Dieppe, un géographe à la mode,
qui m'expliquait que l'avenir de mon territoire, c'était d'être un bronze-cul pour Parisiens fatigués. Ceux-là n'osent plus venir assumer aussi fortement le discours d'un pays sans usine. Et même les patrons. Je me suis repris la liste d'un certain nombre de patrons qui d'ailleurs continuent à mettre en place des plans sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu, Sophie Binet a dit il y a 300 plans sociaux en cours. Et quand je regarde sous mes yeux la liste des plans sociaux 2025, Auchan, moins 2400 emplois, Michelin, moins 1250, Vincorex, moins 400, ExxonMobil, moins 700, et on additionne, enfin, ça saigne, donc ça urge de réagir. Et ben même les patrons des groupes qui licencient nous disent, France Chimie, nous faut protéger immédiatement la production européenne, les sous-traitants automobiles, parce que ça va saigner fort dans l'automobile, nous disent, on a absolument besoin de protection. Le patron d'Arcelor, enfin, il manque pas de toupet, cela dit, mais nous dit, si l'Europe ne décide pas de protéger son marché de la concurrence déloyale, alors ce sont des pans entiers de notre industrie qui vont disparaître. Autrement dit, la bataille culturelle sur il faut réguler, il faut protéger, il faut s'armer, y compris en listant un certain nombre de produits qui doivent être taxés à l'échelle européenne pour ne pas siphonner notre souveraineté, ça progresse. Deuxième remarque sur l'énergie, je ne veux pas éluder ce sujet. On a à approfondir le débat entre nous. Moi, je pense que ce qui nous rassemble dans un premier temps, c'est de considérer que l'énergie est un bien commun et que l'énergie doit échapper à la logique de marché. Et on voit bien que quand les coûts de l'énergie font yo-yo et quand ça explose, la compétitivité de nos industries s'affaiblit et que ça accélère la désindustrialisation. Donc, premier sujet de convergence, pôle public. Parce que quel que soit le mode de production énergétique, quand on joue au Monopoly avec les éoliennes en mer, avec le photovoltaïque ou avec l'énergie nucléaire, c'est ni bon pour la sécurité, ni bon pour les territoires, ni bon pour l'emploi et ni bon pour la souveraineté. Ensuite, il y a un débat à approfondir entre nous. Je pense que il est compliqué aujourd'hui de prétendre travailler au renouveau industriel si on ne prend pas en compte le fait que l'énergie, qui est un bien de première nécessité absolue, ne se stocke que difficilement, qu'aucun mode de production énergétique ne commet pas de dégâts. Moi, je pourrais vous dire comment les champs éoliens offshore au large des côtes vont laminer ma pêche artisanale chez moi, par exemple. Ou comment le photovoltaïque, Guillaume a parlé du photovoltaïque, est aujourd'hui, faute d'avoir réfléchi à notre manière de fabriquer les panneaux photovoltaïques, est un avantage de compétitivité pour les Chinois, comme les batteries électriques d'ailleurs. Et que aujourd'hui, moi, je porte, mais je sais qu'il y a débat entre nous, l'idée d'un mixte énergétique équilibré, intelligent, consenti, démocratiquement débattu, dans lequel, dans ce mixte, il y a une part renforcée pour les renouvelables, mais une part préservée pour le nucléaire, parce que si on ne permet pas ça, je pense que ça va déviser fort. Je sais qu'il y a débat, il faudra continuer à débattre, en mettant l'accent peut-être sur ce qui nous rassemble, faire échapper l'énergie à la logique de marché. Et puis, quand même, quand on parle de souveraineté, il y a un sujet qui est lié à la souveraineté des fonds capitalistiques. Parce que il y a les délocalisations, elles sont visibles. Une boîte qui déménage parce que le patronat veut faire juter ses investissements à court terme sans préoccupation sociale et environnementale immédiate. Mais il y a aussi les abandons de souveraineté larvés, invisibles, c'est-à-dire des fonds d'investissement étrangers qui siphonnent les capitaux de nos entreprises. Et ça implique aussi que l'État, que nous, on porte des propositions pour maîtriser les fonds d'investissement, pour qu'on se dote de pôles publics de fonds d'investissement en mobilisant les banques, en mobilisant les fonds d'investissement régionaux, parce que c'est comme ça que ça commence, le siphonnage et les délocalisations et les déménagements de notre souveraineté. Il y a évidemment un enjeu là-dessus. Et puis un dernier mot, c'est Guillaume qui me fait penser à ça, mais là aussi, du coup, on a des moyens de converger. Les besoins sociaux des habitants sont immenses. Et on a des pans entiers de notre économie où on voit que si on se dote d'une politique publique, ça va générer de l'emploi qui va avec. Les logements, la rénovation thermique des logements est la bonne illustration de cela. De la même manière, si on reconçoit
un pays d'une république présente partout et pour tous, avec un aménagement équilibré du territoire, on va voir qu'il va falloir réinvestir, se réapproprier des friches industrielles et donc évidemment faire en sorte que des politiques publiques coïncident avec le renouveau industriel. Je pense que ça aussi, ça doit être au cœur de nos préoccupations. Je vais simplement vous donner l'exemple, parce que je pense que ça va joindre l'intervention du camarade. Nous, à Dunkerque, c'est 3200 emplois directs. On fait vivre à peu près 3 fois plus, c'est pas moi, c'est le chiffre du MEDEF. En gros, un CDI, c'est un emploi direct. Voilà. Si demain, nous, on tombe, c'est nos services publics qui vont tomber. Je vais vous donner des exemples concrets. C'est des exemples concrets. Nous, chez nous, tous les logements collectifs, quasiment, tous les logements de la mairie, des divers mairies du Dunkerque, tout ça, ils sont chauffés grâce à nous. Grâce à nous. C'est-à-dire que demain, s'il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de chauffage. Voilà. L'exemple de monsieur Vergrit, qui s'est vanté nationalement, avec l'ancien ministre du Logement qui est président de la communauté urbaine de Dunkerque, c'est d'avoir créé des transports gratuits du Dunkerquois, des bus. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on donne 3 millions d'euros par an pour financer les transports gratuits. Donc, si demain on n'est plus là, ils vont faire comment pour combler la note? Après, encore un exemple tout simple. Au mois de mai dernier, on a fait une campagne, on a lancé une campagne sur tous les marchés des Hauts-de-France, tout au nord des Hauts-de-France, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, c'est à peu près, on prend un compas, c'est à peu près 50 km les salariés qui viennent travailler chez nous. Moi, je ne veux pas vous mentir, j'habite à côté de Saint-Omer, j'ai 38 km pour aller travailler à mon lieu de travail à Dunkerque. Et je me souviens, il y avait des vieilles personnes, ils m'ont dit, des personnes âgées qui sont en retraite, voilà, qui ont travaillé toute leur vie, ils m'ont dit, non, nous, on ne sera pas impactés si Dunkerque qui ferme. Ah, j'ai dit, si, madame. J'ai dit, si, vous serez impactés. Parce que si demain, il n'y a plus d'industrie, votre logement qui vaut 200 000 balles aujourd'hui, il va valoir 70 000 balles demain. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'un médecin va vouloir s'implanter? Déjà qu'on galère par des médecins. Est-ce qu'un médecin va vouloir s'implanter quand le territoire est sinistré économiquement et socialement? C'est l'ensemble des territoires qui vont subir les conséquences. Un exemple encore pour conclure, parce que je vais aller vite. Le midi, si vous voulez faire un petit séjour à Dunkerque, vous inquiétez pas, c'est une belle ville. Le midi, allez manger au Buffalo, au Crocodile, à Pizza Pie, à Flunch, voilà, à Grande Sainte. Faites un sondage quand vous sortez après avoir mangé. Demandez, vous travaillez chez Arcelor, directement ou indirectement? Les 3/4 travaillent directement ou indirectement. Demain, ils vont devenir quoi, les cuistots et les cuisiniers? Les cuistots, le cuisinier, les serveuses, tout ça, ils vont devenir quoi? C'est l'ensemble de l'économie qui va tomber. Moi, je dis que si on n'a pas d'industrie en France, on n'a pas de souveraineté et on n'a pas de pays. C'est pas les 3 bois du carnaval de Dunkerque qui vont faire vivre le territoire du Dunkerque, quoi. C'est la vérité. Si c'est la vérité. On peut pas faire sans industrie. L'industrie est un poumon économique. L'industrie est une souveraineté nationale et on peut pas faire sans industrie. C'est pas le tourisme qui va faire vivre le pays. Parce que déjà, pour aller en vacances, il faut déjà travailler et avoir un salaire correct. Voilà. Merci. Je m'appelle Jean-Claude, j'habite Ivry-sur-Seine, je suis aussi à l'après. J'aurais une question à poser à Gaëtan, justement, par rapport à la loi de nationalisation. Est-ce qu'il serait possible que tu décrives un peu plus quel serait son contenu dans un peu plus de détails? Ça m'intéresserait beaucoup pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a quand même un petit bilan dans ce pays sur les lois de nationalisation. Et ce bilan n'est pas terrible, hein. Notamment parce que les nationalisations ont fait la même chose que ce qu'il y avait avant, souvent. Et donc, qui dit nationalisation dit aussi probablement, enfin c'est ça que je voudrais essayer d'entendre, si possible, quel est le rôle des travailleurs dans l'usine nationalisée, hein.
Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Est-ce qu'ils ont des propositions à faire? Sébastien Junot disait qu'il fallait écouter les travailleurs pour la réindustrialisation fondamentale. Hein. Donc, il me semble qu'il faut, si on parle de souveraineté, c'est aussi une souveraineté populaire et démocratique. Si on parle d'État stratège, c'est aussi il faut faire attention avec l'État. Hein, des fois, l'État c'est fascinant, mais c'est puissant. Et cette puissance, il faut qu'elle s'articule avec la démocratie. Sinon, je voudrais dire un petit mot par rapport à ce qu'a dit ma camarade Marlène. Dans les années 70, il y a eu un État stratège qui a piloté le plan d'industrie nucléaire. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que si comme tu disais, à long terme, on peut peut-être changer, on voit que là, il y a eu un État stratège qui a dit on va faire du nucléaire. Et c'est vraiment une planification réelle, quoi, hein, qui a eu lieu sur ce plan-là. Voilà. Je voudrais savoir aussi ce que la camarade de géographe pense de tout ça. On prend deux autres questions, puis vous repasse la parole. Ouais, Hugo Cachan. Je vais rebondir sur l'idée de responsabilité collective évoquée dans les interventions précédentes. Notamment, on parle de sentiment et de culture, notre sentiment de notre culture par rapport à l'industrie. Donc en fait, moi je suis ingénieur de formation, notamment avec des compétences dans la fabrication. J'ai bien noté qu'un ingénieur, quelqu'un qui sort d'école d'ingénieur qui fait ingénieur, c'est un peu un loser. Normalement, si tu as des bonnes compétences, tu fais un MBA, tu fais un dirigeant, mais surtout pas ingénieur. Et bon, je prends cette anecdote, mais on peut généraliser ça et ça a des conséquences gigantesques parce qu'à la fin, en fait, on a très peu de gens en France qui sont capables de fabriquer des choses. Les mains d'or ne sont pas forcément reconnues et les ingénieurs ne sont pas présents. J'ai des témoignages de pas mal d'entrepreneurs qui disent mais même moi je voudrais bien faire en France, on pourrait très bien absorber les coûts. C'est pas le coût le problème. Le problème c'est que personne ne sait fabriquer la pièce dont j'ai besoin. Alors qu'en Chine, pareil, alors que là ils forment vraiment des ingénieurs compétents. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur la culture? Est-ce que l'État peut intervenir dessus? Je sais pas, mais en tout cas on a un gros problème là-dessus. Donc d'un côté le manque d'ingénieurs, de l'autre côté les gens qui font le MBA, ça donne lieu à des gens qui arrivent avec une culture extrêmement cupide. Je peux témoigner parce que j'ai été tenté à un moment donné par l'entrepreneuriat et je suis tombé dans une culture extrêmement normative. C'est hyper important de le dire, je pense que c'est le mot le plus adapté. On arrive, on est un agneau, on sort, on est un loup, avec l'idée qu'en fait il faut écraser son prochain. Le seul but de l'entrepreneuriat c'est de pomper d'un maximum de fric pour soi et jamais de créer de l'emploi. Alors est-ce qu'on peut faire un truc comme ça, faire des écoles qui sont concurrentes des MBA? Je sais pas. En tout cas, je pense que c'est des problèmes importants. Il y a une femme là. Bonjour, merci beaucoup. Alors, moi, Christophe Delgéry, je suis animateur de la commission économie de l'après. Donc, on a produit une note de travail qu'on pourra partager à ceux qui le souhaitent. Et donc, nous on s'est concentré sur le comment faire. Donc, comme vous disiez, revenir à une planification industrielle, ça paraît aujourd'hui nécessaire. Bon, c'était devenu un gros mot, le mot plan. Mais aujourd'hui, il y a quand même un haut commissariat au plan, mais qui n'a pratiquement pas de moyens et produit des notes, mais qui ne sert à rien. Donc, oui, alors c'était François Bayrou, mais bon, ça vient pas servir. Il y a une armée mexicaine autour du commissariat au plan, mais ils ne servent à rien. Donc en fait, qu'est-ce que vous pensez de... Alors, d'une part, s'inspirer de ce qui se fait dans la défense, parce que dans la défense, il y a la revue nationale stratégique et voilà, le prochain avion après le Rafale, il est déjà en train d'être préparé en fait. Donc ça existe en fait, ces mécanismes. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Donc renforcer le commissariat au plan, quid des ANCT, la cohésion des territoires, en fait, ces agences, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi les renforcer, les adapter, renouer avec une concertation sectorielle, parce que pendant les 30 Glorieuses, il y avait une concertation, une vraie concertation avec tous les représentants, les syndicats, etc. Et c'est essentiel, en fait, parce que, comme vous dites, sinon, c'est quelques personnes qui vont aller pour protéger leurs intérêts. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ces institutions pour avoir un État stratège et une planification industrielle? Bonjour, moi je suis Danielle Simonet, députée de l'Après. Merci pour vos interventions.
Alors, première petite, moi, sur la question quand même du nucléaire, il y a des scénarios, ERT, ADEME, mégawatts, qui démontrent une faisabilité d'un mix 100% renouvelable à l'horizon 2050-2060. Donc je pense que c'est un sujet qu'il faut continuer de creuser entre nous et qui peut être compatible avec une stratégie de réindustrialisation. Maintenant, c'est pas moi là-dessus que je veux intervenir, mais en tant que député depuis la nouvelle mandature, je siège à la BPI. Et la BPI, ça pourrait être un super outil adossé qui n'enlève rien à la nécessité d'assumer des nationalisations ou des reprises en coopérative, mais ça devrait être un beau sujet. Et mais alors, quel foutage de gueule! Quand vous êtes député, que vous siégez à la BPI, ben, c'est 2 réunions par an. Donc, vu en plus les dissolutions, je veux dire, vous n'avez pas le temps et que vous êtes seul dans une instance qui n'est absolument pas démocratique. Donc, je vais vous décevoir, je n'ai absolument aucun pouvoir pour, en siégeant dans la BPI, réorienter complètement la logique macroniste libérale qui domine là-dedans. Mais en tout cas, il y a un travail intéressant à faire. En juillet, il y avait la réunion où ils présentaient leur grand plan stratégique. Mais quel foutage de gueule de blabla ça pouvait être. Parce que, en fait, j'avais compté que le mot emploi, dans le plan stratégique, devrait avoir une occurrence hyper importante. Parce que, quand même, normalement, la stratégie de soutenir cette réindustrialisation, ça devrait être le taf de la BPI dans un objectif à la fois de préserver l'emploi et d'orienter la transition écologique. Eh bien, il avait une occurrence que d'une seule fois. Ça montre à quel point ils en ont mais rien à foutre. Et tout est orienté sur une logique à travers les startups et une logique financiarisation capitalistique, c'est vraiment ça. Et avec en même temps un truc de dingue, vous aviez le patron de la BPI qui vantait, qui avait fait des tribunes pour vanter enfin un vrai grand plan d'austérité assumé par Bayrou, c'est ce qu'il nous faut et tout. Et en même temps, dans ce conseil stratégique, eh bien, il pleurait la baisse des dotations de l'État à la BPI. Et vous les entendiez dans cette réunion, ils pleuraient de subir la concurrence chinoise, la concurrence entre les États membres européens, et en même temps, ils refusaient évidemment toute réflexion sur la question du protectionnisme. Donc on a bossé avec la CGT cette première réunion, donc on a décidé vraiment de bosser ensemble, parce qu'il faut absolument empêcher d'être isolé dans quelque instance qu'on soit, mais je pense qu'il y a vraiment un boulot à faire entre économistes et communistes de gauche radicale, syndicalistes, élus, locaux et nationaux, sur comment on fait de la BPI un autre outil, enfin voilà, qu'est-ce qu'on porte à ce niveau-là, parce que ça me semble être un levier qui pourrait être utile. Gaëtan, sur la loi que vous portez? Alors, sur le projet de nationalisation, je remercie une nouvelle fois l'équipe à François, parce que avec Clotilde, qui fait partie de son staff, on a travaillé pendant plusieurs mois avec 2 économistes que je remercie beaucoup. Donc en gros, nationaliser notre industrie sidérurgique en France pour sauver nos 16 500 emplois directs, on estime le coût à peu près à 1,5 milliard d'euros à peu près. Si demain l'ensemble de la sidérurgie française disparaît, avec l'impact sur les sous-traitants, on estime que c'est à peu près 60-80 000 emplois qui vont disparaître en France. Et ça aurait un coût pour l'État de 1 milliard d'euros par an d'indemnité chômage. Voilà. Donc, nationaliser, c'est possible. Tout simplement, c'est possible. On l'a fait dans les années 70. On l'a fait. C'était la droite qui l'a fait. En plus, c'était Giscard, il l'a fait. Donc, ouais, après, dans la foulée, mais bon, après, tout a été bradé, ils ont, ouais, mais Giscard avait il y avait une philosophie aussi pour garder notre industrie, parce qu'il savait que c'était stratégique, l'acier. Donc, nous, c'est possible. Après, moi, il y a quelque chose que je comprends pas, et je pense que là-dessus, on va être d'accord, on va converger. C'est, nous, Arcelor, c'est des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros d'aides publiques qui sont distribuées tous les ans. Des CICE, alors que c'est complètement faux, parce qu'ils font pas de recherche, ils font rien pour améliorer nos outils. Et moi, il y a une chose que je revendique, et c'est la CGT la revendique également, c'est quand l'État donne 1 euro, bah, il faut demander des contreparties, tout simplement.
voilà, il faut demander des contreparties. Ça veut dire que l'État doit faire partie du conseil d'administration. S'il donne 300 millions d'euros, pour moi, c'est 300 millions d'euros qu'ils font en action et que l'État récupère, tout simplement. Avec l'aide des syndicalistes autour de la table, des travailleurs. Parce que moi, je pense que ceux qui connaissent le mieux les outils de travail, c'est les salariés, c'est les ouvriers, c'est les techniciens, c'est les cadres, c'est les ingénieurs, et c'est pas le financier qui est de l'autre côté de la planète en Inde qui connaît son outil de travail à Dunkerque. Voilà. Ouais, et pour compléter sur la nationalisation, parce que bon, j'entendais que tu voulais savoir un petit peu ce qu'on voulait mettre dans ce texte. Donc, on a l'expérience des nationalisations qui ont été faites dans les années 80, où c'était l'État qui nationalisait les dettes et après on reprivatisait les profits. Ça, c'est hors de question. Donc, c'est pas ce qu'on veut. L'État doit investir façon n'importe comment. Pour donner un exemple de chiffres, ces 10 dernières années, Mittal a perçu à peu près 2 milliards et demi d'argent public en subventions, crédit d'impôt, en toutes sortes, pour maintenir l'emploi, pour l'investissement, pour la compétitivité, la sacro-compétitivité. Ça n'a pas empêché qu'ils suppriment des emplois, qu'ils n'investissent pas dans des installations. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est parti sur des licenciements, parce qu'il est censé pas, il met en avant ce manque de compétitivité qu'il pilote. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement ça, c'est une nationalisation où les profits vont servir à investir, à rémunérer les salariés aussi. On ne voit pas des actionnaires qui vont se rincer dans leur bureau climatisé, là. Donc c'est tout ce qu'il nous faut mettre dans ces textes. Et on ne veut pas non plus qu'une fois que ce soit remis à flot et que ça gagne de l'argent, que ce soit reprivatisé. C'est hors de question. Il faut garder ça, il faut garder nos bijoux de famille, il faut arrêter de les vendre comme font nos dirigeants depuis des années. Et ce qu'on nous reproche beaucoup aussi, ce qu'on nous oppose beaucoup sur ce projet de nationalisation, c'est le manque de compétitivité qu'on risque de rencontrer. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, ArcelorMittal pilote la compétitivité de ses sites et de ses usines. C'est le groupe qui pilote. Tu prends un site comme Dunkerque, aux yeux de Mittal, aux yeux des chiffres qui nous communiquent, on gagne pas d'argent. Le problème, c'est que Mittal achète à Mittal. ArcelorMittal France achète le minerai au groupe ArcelorMittal Mines et Énergie. C'est-à-dire qu'il nous fait le prix qu'il veut. Il n'est pas obligé de vendre au prix de marché, il peut vendre plus cher. Donc de là, avec ça, il pilote déjà sa compétitivité. Ensuite, nos aciers sont vendus au prix de transfert au Luxembourg. Donc le prix de transfert, ça veut dire que c'est vendu légèrement au-dessus de nos coûts de production. Et c'est le Luxembourg qui va faire les bénéfices en vendant l'acier plein pot. Pour donner un exemple, admettons qu'on ait des... Comment ? Et là, il ne payera pas d'impôt. Donc ça, c'est pareil. Il pilote la compétitivité. Parce que sinon, on a un coût de production à 250 € la tonne, il va le vendre à 280 € la tonne au transfert au Luxembourg. Mais le Luxembourg, lui, il va vendre à 500 € la tonne. Donc tous les bénéfices rentrent dans les caisses du groupe. C'est-à-dire qu'on pilote la compétitivité à ce niveau-là. Et le peu d'argent qu'on peut parfois gagner encore sur Dunkerque, quand Mittal a fait son OPA sur Arcelor, il a créé ce qu'il appelle ArcelorMittal, la société ArcelorMittal Solutions. C'est encore une société ArcelorMittal qui détient les brevets, les savoir-faire et tout ça. Et sur tous les aciers qu'on exploite, c'est-à-dire tous les brevets, toutes les recettes, on paye des royalties. Alors, on paye des royalties sur des aciers qu'on a créés, qu'on a développés. C'est un truc de fou. Donc le peu de pognon qu'on arrive à gagner, il arrive encore à nous le sucer. Donc oui, la compétitivité, on l'a, et on va la maintenir. Et là, c'est plus Mittal qui en bénéficiera, ce sera nous. C'est pas compliqué. Voilà. Peut-être très rapidement... en réponse à une des questions posées sur la nationalisation, souvent on nous dit ouais, vous êtes ringard, vous appliquez des vieilles recettes, ça marche pas. Bon. D'abord, se rappeler quand même de ce qui a conduit nos aînés à nationaliser. À l'époque, quand à la libération on décide de nationaliser, c'est qu'on considère qu'il y a des secteurs stratégiques majeurs qui nécessitent des investissements massifs. Et l'objet, le sens originel de la nationalisation, c'est de placer sous le contrôle de la nation des sujets qui nous semblent d'intérêt supérieur pour la nation. Et donc ça reste, mon avis, d'actualité lorsqu'il s'agit de souveraineté industrielle. Mais évidemment, depuis longtemps, on a considéré que, et fort d'ailleurs de l'expérience que Gaëtan l'a dit, l'État, les libéraux, la gauche molle, a fait en sorte que quand l'État était actionnaire, que quand l'État était propriétaire, l'État se comportait comme un actionnaire. Et qu'il a mutualisé les pertes et privatisé les profits. Et donc, on est dans une conception moderne
évidemment de la nationalisation, contrôle de la nation, contrôle par les salariés eux-mêmes et même quelquefois contrôle par les usagers, ou en tout cas les bénéficiaires du produit en question. C'est le cas notamment lorsqu'on porte une loi de nationalisation sur le pôle de l'énergie. Et donc, moi, je pense que c'est évidemment tout sauf ringard dans une situation aussi majeure et aussi déterminante pour notre souveraineté que de réactualiser une approche de nationalisation. Deuxième idée qu'on n'a pas évoquée, et c'est évidemment frustrant un débat comme celui-ci, il n'y a pas de renouveau industriel possible, il n'y a pas de réindustrialisation possible s'il n'y a pas une politique de formation mise en œuvre. Alors, on a beaucoup parlé de la question énergétique, mais par exemple, les besoins de renouvellement d'effectifs et de compétences en matière d'énergie, toute énergie confondue, c'est plus de 100 000 besoins d'emploi dans les 10 ans à venir. Il n'y a pas de plan de formation pour anticiper ça. Et donc, des fois, les renoncements industriels, les pertes de souveraineté industrielle sont aussi liés au fait qu'on ne sait plus faire des trucs chez nous. Il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Et donc, il y a évidemment besoin d'une politique publique d'enseignement, de formation qui accompagne un projet de réindustrialisation. Pour prolonger ce que disait Daniel, évidemment, il y a plein d'outils qui existent. Mais la question, c'est comment on sert de ces outils. Évidemment que la Banque publique d'investissement pourrait être un outil intéressant pour reprendre la main sur des projets de réindustrialisation, pour les tourner vers l'emploi. Et la question, réaffirmée par Gaëtan sur 1 euro dépensé, 1 euro contrôlé, 1 euro conditionné, 1 euro utile, la conditionnalité des aides publiques, le contrôle des aides publiques que Fabien Gay a remis au cœur de l'actualité, c'est évidemment déterminant. Du pognon, il y en a. On aura ce débat sur le plan de redressement parce que, y compris, ça fait appel à la question de la fiscalité. Comment on prend le pognon là où il est pour le mobiliser là où il y en a vraiment besoin, y compris en matière industrielle. Ça implique évidemment d'aller chercher le pognon en taxant les GAFAM, d'aller, de mettre en œuvre des mesures fiscales qui protègent notre souveraineté industrielle. J'ai conscience, en disant tout ça, d'être évidemment pas en situation de répondre à l'ensemble des questions que vous avez posées ou que vous n'avez pas encore eu l'occasion de poser. Anaïs, tu veux ajouter un mot ? Oui, alors je vais peut-être parler un peu sur les questions. Alors la personne est partie, mais quelqu'un qui posait des questions par rapport au C2E et notamment le fait que l'Europe interdisait de faire des clauses de préférence. Alors c'est vrai que dans les traités européens, vous ne pouvez pas faire de clause de préférence territoriale. Par contre, vous pouvez mettre des critères d'intensité carbone sur un produit, ce qui permet de favoriser normalement les produits fabriqués en France. En tout cas, les traités sont interprétés au pied de la lettre en France, alors qu'il y a quand même des subtilités qui permettent de les contourner en général. En tout cas, nos voisins européens, via la commande publique, ne s'en privent pas. La deuxième chose, il y a la question des capitaux. Je pense qu'il y a un levier en France qui s'appelle l'épargne salariale. C'est environ 187 milliards d'euros. Alors, toutes les personnes qui travaillent dans des entreprises qui bénéficient de PE ou de PERCO, vous placez cet argent sur des supports. Si vous arrivez à comprendre ce qu'il y a derrière, vous êtes très fort parce que en général, c'est Euro 4, VER 8, CG 32. Vous savez pas du tout ce que vous financez, mais globalement, vous contribuez à financer l'économie américaine avec une partie de ces fonds. Cette épargne salariale, on pourrait très bien imaginer demander aux administrateurs, donc les Amundi et autres, de flécher une partie de ces supports, ou en tout cas de proposer des supports qui soutiennent l'industrie française. Alors, je sais qu'il y a des gens qui me disent « Ah non, on ne sait jamais, parce que l'industrie, ça ne rapporte pas. » Donc, à un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Alors, on ne peut pas vouloir avoir l'industrie en France et en même temps, indirectement, financer l'argent des autres. Et à la rigueur, on peut être opportuniste. On peut faire du panachage, avoir des valeurs qui rapportent de l'argent et se dire ça contribue à soutenir l'industrie française. En tout cas, il y a besoin de capital et c'est un moyen de l'orienter. Les deux autres choses que je voulais dire, c'est question de la planification. C'est-à-dire que, moi, j'entends à chaque COP, il faut sortir de l'énergie fossile. C'est bien. On est tous vêtus grâce à de l'énergie fossile parce qu'on a des matières dérivées de pétrole. Si demain on dit ressortir des énergies fossiles, ça demande de la planification, de l'anticipation sur les conséquences sur l'emploi, sur les conséquences territoriales. Ce que disait Gaëtan était très juste, c'est-à-dire une usine qui ferme, vous allez à Revin, la fin d'Electrolux, c'est terrible Revin. Je vous invite à aller faire un voyage. Vous voyez des panneaux, tout a été fermé. C'est-à-dire qu'à mesure qu'Electrolux reculait, donc les sous-traitants disparaissaient aussi, aujourd'hui tous les bars sont fermés ou presque. C'est un territoire en crise. Donc, quand on dit on veut la fin de quelque chose, si on n'anticipe pas les impacts territoriaux et sociaux,
on va créer des drames humains et ça devient politiquement soutenable et c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Et la dernière chose, une question sur les merveilleux donc Haut Commissariat au Plan. Donc je ferai pas de commentaires sur le Haut Commissariat au Plan parce qu'on ne tire pas sur un homme à terre, ce serait un peu trop facile, mais globalement ça ne sert à rien. Mais vous avez celui qui fait censé faire la vraie planification. Vous avez le secrétariat général à la planification écologique, le SGPE. Vous avez le SGPI, c'est l'investissement avec Bruno Bonnel. Vous avez toutes sortes d'instances. Il faut rationaliser toutes ces agences d'État parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui fait quoi et on va dans tous les sens. Et surtout, il faut un vrai organe qui anticipe et qui fasse de la planification et qui se mette au service. Donc, on n'a pas d'ancêtre du plan en France. En tout cas, on a ce machin dont j'ai oublié le nom qui a été rattaché au commissariat au plan France Stratégie, qui est l'héritier du plan, mais globalement qui est censé faire de l'évaluation de politique publique, qui ne le fait pas vraiment. On a trop de choses, il faut simplifier, rationaliser, et pour faire ça, il faut avoir un projet et savoir qu'est-ce qu'on sert et quels sont les outils dont on a besoin pour faire aboutir notre projet. Je propose de prendre une dernière question et de vous laisser conclure sur cette... Ouais, vous êtes nombreux. Je crois que vous m'aviez demandé. Alors les deux dernières, alors. Non, là, en fait, il faut qu'on laisse le local après passer pendant là. Oui, alors moi je voudrais savoir s'il y a un nouveau pouvoir politique de gauche aurait possibilité par la loi de réindustrialiser le pays et d'empêcher la suite de la désindustrialisation. Par exemple, il me semble que c'est Chirac en 1986 qui avait supprimé l'autorisation administrative de licenciement. Est-ce que ça serait possible de la rétablir de façon à ce qu'une boîte soit obligée de demander l'autorisation avant de licencier? En plus, quand des boîtes ferment pour faire du profit, pour aller s'installer ailleurs, pour gagner plus de fric, est-ce que pourrait y avoir un système par la loi française ou est-ce que l'Europe l'empêcherait pour dire voilà, tu fermes pas, tu fais des profits, donc tu délocalises pas et ça serait une façon de réindustrialiser. Et puis juste un petit mot sur le nucléaire. Pour répondre à Gaëtan, personne n'a dit il faut arrêter le nucléaire du jour au lendemain. On sait qu'on ne peut pas fermer une centrale nucléaire du jour au lendemain. Par contre, je crois qu'il faut laisser celles qui sont en cours apporter encore de l'énergie tant qu'on n'a pas fait la transition 100% renouvelable, mais il faut arrêter d'investir et de mettre du fric tout dans le nucléaire, comme depuis quelques années ça revient, et quand on voit l'exemple de Flamanville, ça devait coûter 3 milliards, ça va en coûter 18, il y a encore des problèmes techniques, c'est une vraie catastrophe, et puis enterrer comme à Bure 600 mètres sous terre les déchets nucléaires, etc., Fukushima et compagnie. Donc le nucléaire, on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut faire investir tout le fric dans le renouvelable maintenant. Est-ce que Gaëtan et Reynald, on vous donne le mot de la fin si ça vous va? Non, pour conclure tout ça, je pense que ça a été constructif. Comme j'ai dit, le nucléaire, on va pas s'en sortir en quelques mois, quelques années. Moi, je pense que c'est en plusieurs décennies, parce que nos centrales, on en a besoin à l'heure actuelle. Nous, on est totalement pour la transition énergétique. On est, comme je me répète, on est là pour on est pour l'acier vert. Pour moi, je pense que si demain on arrive à réaliser nos projets de décarbonation, mais j'en suis convaincu que ça sera sans Mittal, parce que on est en train d'essayer de lui plier son bras, mais en face de nous, c'est un bulldozer et nous, on est des petits ouvriers, mais on fait bien chier, parce que nationalement, tout le monde parle de nous et je peux vous dire qu'on a une pression de dingue. Donc on nous met la pression en permanence, mais moi, comme je dis, la pression, il est l'heure de la boire. Voilà. Donc voilà. Et puis je vous dis, on a besoin de tout le monde, on a besoin des députés, on a besoin de la population. Il y a quelques mois, l'Humanité a sorti un sondage. Il y avait, je sais plus, 68% des Français qui étaient pour la nationalisation de l'acier et de la sidérurgie française. Donc, je pense que pour le moment, on gagne
on gagne la bataille de l'opinion publique et on en a besoin. On en a besoin et moi, vous savez, je suis la 3e génération de la sidérurgie et il y aura une 4e génération. Donc voilà. Donc et puis on va réussir et il y aura de l'acier aujourd'hui français, il y aura de l'acier français demain et ça sera de l'acier propre. Voilà. Merci, hein. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous présenter le plan de nationalisation sur lequel vous avez travaillé avec de l'acier vert dedans. Et puis surtout, je pense pouvoir parler au nom de tout le monde pour dire que on va chacun vous soutenir à hauteur de ce qu'on peut et vraiment espérer que ça marche et puis que ça marche vite et que ça marche bien. Merci à vous. Merci à tous.